Le 12 septembre 1924, dans la ville de Bafata, au cœur de la Guinée portugaise, aujourd'hui la Guinée-Bissau, naît un enfant dont le destin changera l'histoire de l'Afrique. Son nom, Amilcar Lopes da Costa Cabral. Ses parents, Juvenal Cabral et Iva Pinel Evora, sont d'origine capverdienne. Son père, instituteur respecté, représente l'une des rares figures d'intellectuels noirs sous l'administration coloniale portugaise. Sa mère, issue d'une famille modeste, incarne la résilience des femmes africaines. Dès son plus jeune âge, Amilcar est immergé dans un environnement où l'instruction est une valeur sacrée, mais aussi où la réalité coloniale pèse sur chaque aspect de la vie quotidienne. Dans les rues de Bafata, il observe la ségrégation imposée par les colons portugais. Les quartiers européens sont propres et bien entretenus, tandis que les zones indigènes manquent d'infrastructures. Les écoles sont réservées aux enfants des colons et aux rares Africains issus de familles privilégiées. Les humiliations quotidiennes des autochtones, l'exploitation des travailleurs agricoles et les arrestations arbitraires marquent profondément le jeune garçon. Dès son enfance, Cabral se distingue par son intelligence vive et sa curiosité insatiable. À l'école, il surpasse ses camarades et attire l'attention de ses professeurs, qui voient en lui un élève prometteur. Son père, qui admire sa soif de connaissances, l'encourage à poursuivre ses études au-delà des frontières de la Guinée portugaise. Cependant, la vie de la famille Cabral prend un tournant difficile lorsque le père d'Amilcar perd son emploi. Contraint à l'exil économique, il quitte la Guinée pour le Cap-Vert, un archipel sous domination portugaise, où la sécheresse et la famine ravagent les populations locales. À Mindelo, la plus grande ville de l'île de São Vicente au Cap-Vert, Amilcar poursuit sa scolarité. Malgré les conditions de vie précaires, il brille dans toutes les matières, notamment en mathématiques, littérature et sciences sociales. Son esprit critique se développe, nourri par les discussions animées avec son père et ses lectures variées. C'est durant ces années qu'il prend pleinement conscience du rôle destructeur du colonialisme. Au Cap-Vert, la population souffre non seulement de l'exploitation portugaise, mais aussi des saisons de sécheresse répétées qui entraînent des famines meurtrières. Pourtant, le gouvernement colonial ne fait rien pour aider la population locale, préférant exporter les ressources vers le Portugal. Amilcar se forge alors une conviction: la misère du peuple africain n'est pas une fatalité, mais une conséquence directe de la colonisation. Il comprend que la domination portugaise ne se limite pas à une occupation militaire ou administrative, mais qu'elle détruit aussi les fondements économiques et sociaux des peuples opprimés. À 18 ans, il obtient son baccalauréat avec mention, un exploit pour un jeune Africain sous domination portugaise. Son excellence académique lui ouvre les portes du Portugal, où il est sélectionné pour poursuivre des études supérieures en agronomie, un domaine stratégique pour la survie des peuples colonisés. En 1945, à seulement 21 ans, il quitte le Cap-Vert pour rejoindre la capitale portugaise, Lisbonne. Ce voyage est une étape clé, il quitte une Afrique enchaînée pour entrer au cœur de l'empire colonial portugais. L'arrivée à Lisbonne est un choc pour le jeune Amilcar. Il découvre une ville européenne dynamique, avec ses universités prestigieuses et son mode de vie modernisé. Mais très vite, il réalise que derrière cette façade de prospérité se cache une société profondément raciste et autoritaire. Le Portugal de Salazar est une dictature fasciste où la liberté d'expression est réprimée, où les travailleurs portugais eux-mêmes vivent sous le joug d'un régime oppressif. Mais surtout, c'est une nation qui justifie et glorifie son empire colonial. La propagande coloniale décrit les Africains comme des êtres inférieurs, incapables de se gouverner eux-mêmes, nécessitant la tutelle bienveillante du Portugal. Cabral, pourtant citoyen portugais sur le papier, fait l'expérience du racisme quotidien. À l'université, il est l'un des rares étudiants africains. On lui fait comprendre qu'il est toléré, mais jamais considéré comme un égal. Cette réalité ne le décourage pas, au contraire, il se plonge dans ses études tout en cherchant à comprendre les racines profondes de l'oppression coloniale. C'est à Lisbonne qu'il rencontre Agostinho Neto, futur leader de la lutte pour l'indépendance de l'Angola, et Eduardo Mondlane, qui jouera un rôle clé dans la libération du Mozambique. Avec d'autres étudiants africains, ils forment un cercle de réflexion clandestin, partageant leurs idées sur la libération de l'Afrique. Ils lisent des auteurs révolutionnaires comme Karl Marx, Lénine, Frantz Fanon et discutent des luttes d'indépendance en Asie et en Amérique latine. Cabral est profondément influencé par ces débats. Il réalise que la colonisation ne pourra être abolie par des négociations avec le Portugal, mais uniquement par une révolution populaire. Il comprend aussi que la libération économique est aussi cruciale que la libération politique, un peuple indépendant mais affamé restera sous la domination étrangère.
En 1952, Amílcar Cabral obtient son diplôme d'ingénieur agronome. Plutôt que de rester en Europe et d'y mener une carrière confortable, il prend une décision radicale, rentrer en Guinée-Bissau. Il veut être sur le terrain, aux côtés de son peuple, pour comprendre leurs souffrances et préparer l'émancipation nationale. Le gouvernement colonial lui propose un poste stratégique, réaliser un recensement agricole dans toute la Guinée portugaise. Il accepte, mais avec un objectif secret, utiliser cette mission pour connaître en profondeur le pays, les villages, les populations, et surtout, évaluer le potentiel d'une future résistance. Pendant plusieurs mois, il parcourt les campagnes guinéennes, discutant avec les paysans, observant les injustices. Il voit des hommes et des femmes travaillant durement sur des terres qui ne leur appartiennent pas, sous la surveillance de colons portugais qui s'approprient les récoltes. Il prend note des structures sociales, des dialectes parlés, des tensions ethniques et des résistances locales. Ce voyage est une révélation. Il confirme ce qu'il savait déjà, le peuple guinéen n'a aucun avenir sous la domination portugaise. Il faut organiser la lutte. Cabral savait que seule une organisation structurée et une stratégie rigoureuse permettraient de briser les chaînes de l'oppression. C'est ainsi qu'il décida de fonder un mouvement révolutionnaire capable de mener une lutte prolongée contre la puissance coloniale portugaise. En 1956, Amílcar Cabral et un petit groupe de militants décidèrent de fonder le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PEG. Ce parti se donnait pour mission de rassembler toutes les forces vives du pays afin de lutter pour l'indépendance. Contrairement à d'autres mouvements nationalistes africains, qui comptaient souvent sur une action politique et diplomatique, Cabral savait que les Portugais n'accepteraient jamais une indépendance négociée. Il fallait préparer une véritable guerre de libération. Les premiers pas du PEG furent prudents. Cabral et ses camarades menaient des campagnes de sensibilisation dans les villes et les villages, expliquant aux populations les objectifs du mouvement et la nécessité de résister à l'occupant. Ils organisèrent des grèves et des manifestations pacifiques pour tester la réaction du pouvoir colonial. Mais très vite, la répression portugaise se fit sentir. Les manifestants furent arrêtés, battus et certains même assassinés. L'événement décisif fut le massacre de Pidjiguiti, le 3 août 1959. Ce jour-là, des dockers en grève au port de Bissau furent sauvagement réprimés par les forces coloniales. Plusieurs dizaines d'entre eux furent tués. Cet épisode marqua un tournant dans la lutte pour l'indépendance. Cabral comprit que le temps des actions pacifiques était révolu. La lutte armée devenait inévitable. Après le massacre de Pidjiguiti, le PEG entra dans une nouvelle phase, celle de la préparation militaire. Cabral et ses camarades durent trouver un territoire sûr où former leurs combattants et organiser la résistance. Ils se tournèrent vers la Guinée-Conakry, pays voisin indépendant depuis 1958 sous la direction de Sékou Touré, qui accepta d'accueillir et de soutenir les révolutionnaires. Cabral mit en place une véritable académie militaire pour ses combattants. Il ne voulait pas simplement une rébellion désorganisée, mais une armée populaire disciplinée, capable de mener une guerre prolongée contre les Portugais. Les recrues, souvent des paysans et des ouvriers sans expérience militaire, étaient formés aux techniques de la guerre de guérilla, embuscade, sabotage, communication secrète. Cabral insista aussi sur l'éducation politique de ces hommes, il ne s'agissait pas seulement de combattre, mais de comprendre pourquoi ils se battaient. Les premiers camps d'entraînement furent établis en forêt, loin des centres urbains, pour éviter toute infiltration portugaise. Les combattants vivaient dans des conditions rudes, souvent exposés aux maladies et à la faim, mais leur motivation restait intacte. Cabral, bien qu'étant le chef du mouvement, partageait leur quotidien, dormant sous des tentes et mangeant la même nourriture qu'eux. Cette proximité avec ces hommes renforça son aura et son autorité. En 1963, après plusieurs années de préparation, le PEG passa à l'action. La stratégie de Cabral était simple mais efficace, attaquer les positions portugaises en milieu rural pour saper leur autorité et gagner progressivement du terrain. Les premières attaques eurent lieu dans le sud du pays, où la forêt dense offrait un abri naturel aux combattants. Armés de fusils rudimentaires et de grenades artisanales, ils tendirent des embuscades aux convois portugais et sabotèrent les infrastructures coloniales, comme les ponts et les lignes de télécommunication. Peu à peu, la stratégie porta ses fruits, les Portugais furent forcés d'abandonner plusieurs postes avancés, tandis que les régions libérées passaient sous le contrôle du PEG. Cabral insista toujours sur une approche globale de la guerre, la lutte armée était essentielle, mais elle devait s'accompagner d'un travail politique et social. Dans les zones libérées, il mit en place des écoles pour éduquer les enfants, des cliniques pour soigner les blessés et les malades, et des fermes collectives pour assurer l'autosuffisance alimentaire.
Il encouragea également la participation des femmes dans le mouvement. Contrairement aux coutumes traditionnelles qui les cantonnaient à un rôle domestique, Cabral leur offrit des postes de responsabilité dans l'administration et l'armée. Beaucoup devinrent des combattantes, des infirmières ou des enseignantes dans les zones libérées. Le succès grandissant du PEG alarma les Portugais, mais aussi la communauté internationale. Conscient que la victoire ne pourra être obtenue sans un soutien extérieur, Amilcar Cabral intensifie ses efforts diplomatiques. Il voyage dans plusieurs capitales africaines et obtient l'appui de pays comme l'Algérie, la Guinée-Conakry et le Ghana. Ces nations fournissent des armes, une formation militaire et un appui logistique essentiel à la poursuite de la guerre. En parallèle, Cabral réussit à capter l'attention des grandes organisations internationales. L'Organisation de l'Unité africaine, OUA, reconnaît officiellement la légitimité de la lutte du PEG, et l'ONU commence à condamner de plus en plus ouvertement la colonisation portugaise. Les blocs socialistes et communistes, notamment l'URSS, Cuba et la Chine, apportent une aide militaire et logistique précieuse. Fidel Castro envoie même des experts militaires pour former les guérilleros du PEG. Avec ces appuis, le PEG renforce son arsenal et affine ses tactiques militaires. De nouvelles bases sont établies dans les zones libérées, et des armes modernes permettent aux combattants de faire face plus efficacement aux Portugais. De plus, Cabral veille à ce que la discipline soit maintenue au sein de son mouvement, pas de pillage, pas d'exactions contre les civils. Il impose un code strict, convaincu que la révolution doit aussi être un modèle de justice et de respect des valeurs humaines. À partir de 1968, la guerre atteint un niveau de violence inouï. Le Portugal, sous la dictature de Salazar, refuse toute négociation et renforce sa présence militaire en Guinée-Bissau. L'armée portugaise adopte des tactiques de guerre psychologiques et technologiques, utilisation de napalm, bombardement aérien massif, infiltration d'espions au sein du PEG. Mais malgré ces efforts, les forces coloniales ne parviennent pas à briser la résistance. Le PEG contrôle désormais une grande partie du pays et met en place une administration parallèle qui fonctionne presque indépendamment du pouvoir colonial. Les écoles du PEG enseignent l'histoire africaine et la langue portugaise est peu à peu remplacée par les langues locales dans l'enseignement. Cabral, tout en restant le stratège militaire, n'oublie jamais l'importance de la formation politique et de la conscientisation. Il enseigne à ses combattants que la guerre n'a de sens que si elle est suivie d'une société plus juste et égalitaire. Il met en garde contre les dangers du tribalisme et insiste sur l'unité du peuple bissau-guinéen et capverdien. Entre 1971 et 1972, le PEG remporte plusieurs victoires stratégiques. Les bases portugaises sont de plus en plus isolées et doivent être ravitaillées par voie aérienne, signe que l'armée coloniale perd du terrain. De plus, l'opinion publique portugaise commence à se retourner contre la guerre, le coût humain et économique du conflit devient insoutenable pour la métropole. En septembre 1972, le PEG franchit un cap décisif en proclamant l'existence d'un État indépendant sur les territoires libérés. Des élections sont organisées pour mettre en place un gouvernement provisoire, une première dans l'histoire des mouvements de libération en Afrique. Cabral apparaît alors non seulement comme un chef de guerre, mais aussi comme un homme d'État en devenir. Cependant, alors que la victoire semble à portée de main, le PEG devient la cible de nouvelles menaces. L'infiltration de traîtres et la montée des tensions internes fragilisent le mouvement. Certains cadres, notamment d'origine capverdienne, accusent Cabral de favoriser l'unification avec le Cap-Vert au détriment des Bissau-Guinéens. Cette fracture idéologique sera exploitée par les services secrets portugais, qui voient là une opportunité de porter un coup fatal à la révolution. À la fin de 1972, Amilcar Cabral est conscient que sa lutte approche de son dénouement, mais il presse aussi un danger imminent. Il sait que les Portugais et leurs alliés cherchent à l'éliminer, mais il refuse de se laisser envahir par la peur. Il continue à parcourir les territoires libérés, à rencontrer les populations, à galvaniser ses troupes. Cependant, au sein même du PEG, des dissensions apparaissent. Certains de ses compagnons, influencés par les agents portugais infiltrés, commencent à douter de son leadership. La tension monte, et bientôt, l'ombre d'un complot se profile. Amilcar Cabral, l'homme qui a mené son peuple vers l'espoir d'une indépendance tant attendue, ignore qu'il ne verra jamais l'aboutissement de son rêve. L'histoire s'apprête à basculer dans la tragédie. Une faction radicale au sein du mouvement, composée principalement de militaires guinéens frustrés par la stratégie politique de Cabral, devint particulièrement réceptive à cette manipulation. En secret, ces dissidents commencèrent à comploter contre leur propre chef. Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral se trouvait à Conakry,
la capitale de la Guinée voisine, où il dirigeait les opérations du PEG en exil. Ce soir-là, il rentrait chez lui en compagnie de sa femme, Anna Maria. Soudain, un groupe d'hommes armés l'intercepta devant sa résidence. Ces hommes n'étaient pas des Portugais, mais bien des membres dissidents du PEG, manipulés par l'ennemi et mus par leurs propres ambitions. Sans sommation, ils tirèrent sur lui à bout portant. Amilcar Cabral s'effondra, touché en pleine poitrine. Sa femme, terrifiée, assista impuissante à la scène. L'un des assaillants s'approcha pour s'assurer qu'il ne survivrait pas. Dans un dernier souffle, Cabral aurait murmuré « L'histoire dira qui avait raison ». Puis il s'éteignit, laissant derrière lui un mouvement en état de choc et un peuple orphelin de son plus grand leader. La nouvelle de l'assassinat de Cabral se répandit comme une traînée de poudre. Partout en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, les combattants du PEG pleuraient leur chef, mais loin d'être démoralisés, ils trouvèrent dans ce drame une motivation supplémentaire pour mener à bien la lutte pour l'indépendance. L'objectif des comploteurs et des services secrets portugais était clair, décapiter le mouvement en éliminant son cerveau. Mais cet assassinat eut l'effet inverse. En quelques mois, le PEG se réorganisa, renforça ses attaques et gagna du terrain. En septembre 1973, malgré l'absence de Cabral, le mouvement déclara unilatéralement l'indépendance de la Guinée-Bissau, un acte qui fut rapidement reconnu par de nombreux pays à travers le monde. En avril 1974, un coup d'État militaire au Portugal mit fin à la dictature de Salazar et accéléra la décolonisation. En 1975, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert obtinrent officiellement leur indépendance. Le rêve de Cabral était devenu réalité, mais il ne put voir de ses propres yeux le fruit de son combat. Aujourd'hui, Amilcar Cabral demeure l'une des figures les plus respectées du mouvement de libération africaine. Son héritage ne se limite pas à l'indépendance de son pays. Son influence s'étend bien au-delà, inspirant des générations entières de leaders, d'intellectuels et d'activistes en Afrique et ailleurs. Ses écrits, notamment ses discours et ses analyses sur le colonialisme et la libération nationale, sont toujours étudiés dans les universités du monde entier. Il a prouvé que la lutte pour la liberté ne devait pas seulement être une affaire de fusil et de bataille, mais aussi une révolution des esprits et des consciences. Bien que la Guinée-Bissau et le Cap-Vert aient connu des défis et des crises après leur indépendance, la vision de Cabral demeure une boussole morale pour ceux qui aspirent à une Afrique plus unie, plus juste et véritablement souveraine. En fin de compte, si les balles de la trahison ont pu lui ôter la vie, elles n'ont jamais pu éteindre l'idéologie qu'il a laissée en héritage. Amilcar Cabral continue de vivre à travers l'histoire, ses paroles et l'indépendance qu'il a arrachée au prix de son propre sang. L'histoire, comme il l'avait prédit, a prouvé qu'il avait raison. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, retiens ceci, les héros ne meurent jamais. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour d'autres récits inspirants. Partage cette vidéo, car plus nous ferons vivre ces idées, plus elles changeront le monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui mérite d'être racontée.